Bonjour à tous et bienvenue à la Comédie de Picardie pour un Délivrez-nous largement consacré à Cyrano de Bergerac, le grand succès d'Edmond Rostand qui a été joué pour la première fois au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1897. Cette pièce en 5 actes et en vers fut librement inspirée d'un personnage réel, Savinien Cyrano de Bergerac, écrivain et fine lame qui vécut entre 1619 et 1655. Aujourd'hui, c'est Olivier Mélor, directeur artistique de la Compagnie du Berger, qui met cette pièce en scène à la Comédie de Picardie. On en parle tout de suite avec lui. Olivier Mélor, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien déjà. Vous mettez en scène Cyrano de Bergerac à la Comédie de Picardie. Cette pièce a connu un succès considérable dès son origine, alors qu'Edmond Rostand pressentait un désastre. Il faut quand même beaucoup d'envie et d'énergie pour s'attaquer à un monument comme celui-là. Oui. Oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est des pièces qui sont faciles à jouer. Dans le fond, hein, qui sont longues, il y a beaucoup de boulot, mais c'est très facile à jouer parce qu'on est dans quelque chose de magnifiquement écrit, parfaitement structuré, quoi. Et ensuite, il suffit d'avoir un peu d'énergie, 2-3 idées, et c'est à peu près tout. C'est quelquefois beaucoup plus facile à déchiffrer que des pièces contemporaines. Il faut vraiment faire un travail dramaturgique et des analogies et un gros travail sur le symbole pour faire entendre simplement le sens du texte aux gens. Tandis que là, sur une pièce comme Cyrano de Bergerac, je pense que le sens, il est immédiat, quoi. La lecture est tout de suite facile. Dans cette pièce, tous les genres se côtoient, le drame, l'épopée, on passe de l'action à l'émotion. Ça doit être stimulant de pouvoir jouer sur tous les registres pour un metteur en scène. Disons qu'en fait, c'est surtout qu'il faut respecter la volonté de l'auteur d'avoir mis tout ça là-dedans, quoi. Et de fait, il ne faut pas louper un des passages. Alors, il faut qu'il y ait le combat à l'épée, il faut qu'il y ait la scène du balcon, il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la fin assez tragique, il faut retranscrire tous les univers parce que Rostand a voulu les mettre. Et peut-être en mettre un peu trop d'ailleurs. Je crois que c'est fait plaisir, donc nous, il faut aussi qu'on se fasse plaisir. Cette pièce repose sur un quiproquo amoureux. Roxane croit aimer un Christian qui est à la fois beau et éloquent, alors qu'en fait c'est Cyrano de Bergerac qui prête sa voix et sa plume à Christian parce que celui-ci manque un peu d'esprit. Son improvisation surtout. Voilà, son improvisation, au-delà du son fait talent. que Cyrano sache écrire, ce qui était d'ailleurs son vrai cas, hein, parce que c'est un personnage qui a vraiment existé. On en parlera après, tout à fait. Il prête surtout sa verve, quoi. Absolument. La facilité qu'il a à parler aux gens, soit seul à seul, parler d'amour à Roxane, soit vraiment aussi à une salle entière. Il arrive à retourner à peu près toutes les situations. C'est quelqu'un vraiment qui a la tchatche, quoi. Voilà, et qui le fait parce qu'il aime Roxane en secret. Oui. C'est une façon de la séduire par procuration, en fait. Ah, c'est même, je crois, une sorte de déviance, hein, limite une folie, quoi, qui est d'ailleurs assez adolescente, quoi. C'est un personnage un peu qui vit sa jeunesse à plein. Voilà. Est-ce que c'est un héros romantique pour vous? Moi, je trouve que c'est plus quelqu'un d'excessif, quoi. Voilà. Héros romantique. Non, franchement, je trouve que mentir à la femme qu'on aime, je pense pas que ça soit très romantique. Et lui, il ne fait que ça, quoi. Donc, bon, voilà. Après, on peut trouver ça romantique parce que c'est écrit sur du papier, mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, les gens trouveraient ça un peu dégueulasse. C'est quand même quelque chose d'assez malsain, finalement. Ouais. C'est Jean-Jacques Rouvière qui incarne Cyrano. Sur les 2600 vers de la pièce, il y en a plus de la moitié pour lui, c'est quand même une grosse performance. C'est un parcours énorme. Mais Jean-Jacques, c'est un acteur aguerri, talentueux, inventif, très physique. Blessé en ce moment? Blessé en ce moment. Il joue Cyrano avec une attelle, il a un problème au genou sérieux. Mais je trouve qu'il a su aussi retourner ça à son avantage, parce que aussi en face, il y a une équipe forte. Qu'il a beaucoup soutenu, parce que ça s'est passé la semaine dernière. Hein. Et depuis, voilà, il tient le coup, parce qu'il sait aussi qu'il a là une chance, je crois, incroyable de jouer ce rôle-là, qui pour un acteur, pour son parcours personnel, est, à mon avis, un moment important, quoi. Vous avez pensé à lui tout de suite? Oui.
Ouais, ouais. Il y a très peu de gens qui peuvent jouer Cyrano de Bergerac, je pense, très peu d'acteurs. Jouer Cyrano de Bergerac, il faut avoir à la fois la puissance et l'humour. Et l'émotion. Et l'émotion. Et Jean-Jacques, lui, il est vraiment là-dessus, quoi. Voilà. Et pour jouer Cyrano de Bergerac, normalement, il faut 75 acteurs. Hein. Ouais. Donc là, on est une trentaine. Et il y en a beaucoup qui ont 2, 3, 4, 5, 6 rôles parfois. Et pour ça, il faut aussi derrière des gens qui, c'est vrai, s'envoient peut-être un peu moins de texte que Jean-Jacques, mais qui ont l'humilité et l'inventivité de toujours être présents sur le plateau, même s'ils ont une réplique toutes les 4 pages. Mais il y a toujours une attitude. Ouais, il y a un effet de troupe. C'est des gens qui tiennent le plateau avec une rigueur et une vérité qui est touchante, quoi. Ouais. Voilà. Alors ce que vous disiez, c'est une grosse machine, hein, ce Cyrano, c'est 45 personnes qui travaillent dessus. Donc ça paraît compliqué comme ça vu de l'extérieur, mais vous dites aussi que ça évite les problèmes d'ego. Ah oui, carrément. Non, mais franchement, moi je pense que c'est beaucoup plus simple de bosser avec 40 personnes qu'avec 3. Hein. Je trouve d'ailleurs que je ne comprends pas quand on a les moyens de le faire, qu'on puisse préférer continuer de bosser avec 3 personnes. C'est plus enrichissant de... c'est se priver déjà de monter ce genre de texte. Enfin, je trouve qu'en Picardie, on n'est pas très habitué à travailler sur des classiques ou du théâtre de répertoire. Il y a sûrement un petit côté ringard là-dedans, mais en même temps, c'est aussi du théâtre... déjà, nous, c'est notre formation. On était à l'ENSAT... c'est vrai qu'on était toujours au moins 12 sur le plateau, donc c'est normal qu'on essaye de reproduire un peu ça, parce que c'est ce qu'on aime. Moi, je trouve que Edmond Rostand écrit quand même pas trop avec ses pieds, quoi, aussi. Voilà, on peut le dire, surtout qu'il a 29 ans quand il écrit ce texte-là. C'est vraiment complètement impressionnant. C'est une pièce à voir, mais il faut le dire, c'est une pièce à lire aussi, quand même. Oui, complètement. Enfin, et c'est une pièce qu'on peut voir aussi au cinéma. Le film de Rapneau est absolument fabuleux. Très bien, très historique, hein, très contextuel. C'est un très beau film. Mais Depardieu est monstrueux là-dedans. Oui, il est dedans. Cyrano supporte tous les supports, quoi. C'est même Rostand qui a inventé le merchandising. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est au lendemain du succès de la pièce, en création, au 1897. Voilà, il a inventé des assiettes, Cyrano, des tasses, il faisait graver des trucs et il les vendait. Ouais, il a vraiment inventé le merchandising. Vous usez souvent du décalage dans votre mise en scène. Le carrosse de Roxane n'est pas tout à fait un carrosse, on va garder la surprise, mais les cadets ont des airs d'équipe de foot. Ce qui monte sur la scène pour le carrosse, puisqu'il faut garder la surprise, c'est quand même plus facile à faire monter qu'un carrosse avec 4 chevaux. C'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est pas seulement ça, c'est une façon aussi d'amener les classiques vers le spectateur de 2011, quel que soit son âge d'ailleurs, en disant voilà, ça peut vivre aussi de cette façon-là, un texte classique. Faut être clair, nous, on joue de Cyrano vraiment, j'ai envie de dire, de 7 à 77 ans. Oui, voilà. Et quand il y a des collèges qui viennent voir le spectacle, moi, je ne fais pas un spectacle pour que ça plaise aux profs. Sinon, déjà, en plus, ça tchatche et c'est pas possible. Donc, on fait attention, au-delà des idées et de ce qu'on a envie du de respect faire passer, de l'œuvre d'origine. À maintenir l'attention du spectateur. Garder le rythme. Ça va du pur gag à des choses qui, pour moi, font parfois même beaucoup plus sens que ce qui est prévu. Si les cadets, par exemple les cadets de Gascogne, si on les mettait en costume de cadets, ça ne parlerait absolument pas aux gens. Enfin, c'est des uniformes qu'on ne connaît pas. Tandis que là, on a un numéro 10. Là, en fait, ils sont en survêt. Comme des cadets de la police actuellement. Absolument. Je veux dire, c'est pas non plus... Ce que je veux dire, c'est que c'est un décalage... c'est un décalage qui a du sens. C'est un décalage parce qu'ils ont des numéros dans le dos. Voilà, c'est tout. Le théâtre n'est pas seulement sur scène avec cette pièce, il peut être un peu partout. On a l'impression quand même que vous voulez un peu abolir la frontière entre la scène et la salle. Ah oui, moi j'aime bien ça. Ici, on fait beaucoup d'entrées de salle, voilà, ou sur les côtés, ou de sorties dans le fond. Là, on a la chance, à la Comédie de Picardie, d'avoir une porte centrale qui peut s'ouvrir. L'acte 4 se joue porte ouverte. Voilà, bon. Il y a des voix qui s'élèvent. Oui, alors ça, c'est aussi une commodité. C'est-à-dire qu'il y a des voix dans la salle, parce que le début du spectacle se passe
lors d'un début de spectacle, en fait. À l'hôtel de Bourgogne. Ouais. Et de fait, on a fait des séances d'enregistrement pour remplacer des acteurs physiquement normalement présents dans la salle, qui font des faux spectateurs, donc c'est des voix. Ouais, il y a tout un travail qui est à la fois une espèce de volonté artistique, mais aussi des fois c'est juste pour résoudre un problème qu'on a parce qu'on n'est pas assez, quoi. Oui, vous êtes nombreux, mais pas assez. Mais on n'est pas assez. On peut souligner aussi le rôle majeur de la musique et du chant dans vos mises en scène. C'est un vrai ressort pour vous? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'idée de trilogie qu'on a commencé avec Le Dindon de Feydeau et puis après avec Knock de Jules Romain l'an dernier. 3 pièces qui ont été coproduites par la Comédie de Picardie. Et la musique, moi c'est bien simple. Soit il y a des musiciens live, soit il n'y en a pas. Soit il n'y a pas de zik. Il faut être clair. Moi, je pense que le spectacle vivant doit se passer de ces deux. C'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas tellement logique de faire du spectacle vivant et de balancer un mini-disque. En plus, nous, il se trouve qu'on vient tous plus ou moins de la musique. Bon, alors, évidemment, on prend les meilleurs pour jouer, hein, mais on est tous plus ou moins capables de balancer la chansonnette ou de faire un petit truc. Donc, quand on a la chance de bosser avec des gens comme ça, qui ont à la fois un vrai talent et un vrai humour qui permettent de se mettre au service, parce que quand Karine chante, par exemple, le lead de Gustave Mahler, que la salle est encore blindée de fumée, que les musiciens se jouent sans partoche, que derrière, on est en train de sortir des échafaudages de 4 mètres, faut quand même... faut aimer le chant lyrique, mais faut aimer la prise de risque aussi. Ouais, puis faut être humble face à ça. Moi, je connais beaucoup de chanteurs lyriques qui seraient dans ces conditions un peu chafouins. Le personnage de Cyrano est inspiré du véritable Savinien Cyrano de Bergerac, on en parlait tout à l'heure, écrivain et militaire, pas gascon par contre. Non. Et ce personnage réel a finalement presque disparu derrière sa doublure. C'est impressionnant ça. Complètement, moi je crois. Alors c'est marrant parce que pas tout à fait, parce qu'il a été joué notamment ici à la Comédie de Picardie. Il y a très longtemps, les Empires de la Lune ont été joués ici. Voilà. Et c'est vrai que Rostand... On a fait un mythe finalement. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il a vraiment amélioré sa véritable vie. C'est la force d'un texte. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont vraies. Le duel, c'est véritable. De Guiche a existé. Il y a beaucoup de personnages de l'environnement. La pâtisserie de Raguenaud existe toujours d'ailleurs à Paris. Alors évidemment aussi les acteurs Montfleury, Belle Rose, Jodelet ont existé aussi. Alors c'est ce mélange de réalité, de fiction qui est vraiment à l'époque révolutionnaire d'un point de vue de l'écriture. Il ne faut pas oublier aussi que Cyrano, le vrai, est aussi un peu, pas l'inventeur, parce qu'on dit souvent que c'est Léonard de Vinci, mais l'inventeur aussi de la science-fiction. Il avait une vraie vision comme ça. À l'époque, quand Cyrano de Bergerac sort, j'ai envie de dire sur les écrans, mais dans les théâtres, c'est une révolution. Il n'y a plus unité de temps, de lieu, etc. C'est fini. On est à la croisée de plusieurs chemins. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, cette pièce-là était considérée comme une avancée d'écriture contemporaine énorme. Absolument. Aujourd'hui, les gens ont un peu peur que ça soit ringard. Mais moi, je trouve vraiment que l'histoire de Christian et de Roxane, notamment, peut parler vraiment beaucoup aux jeunes. À travers les époques. D'ailleurs, Adrien Michaud, qui est aussi un comédien qui est avec nous à l'ENSAT, fait un Christian plutôt drôle. Moi, je le dis parce qu'il est super content d'être drôle. C'est aussi une égérie du cinéma d'auteur. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup avec Eugène Green, qui a joué dans Le Pont des Arts, dans Toutes les nuits, etc. Et c'est vraiment son acteur fétiche. Et ça fait 15 ans qu'il me dit « Mais moi, j'aimerais faire rigoler les gens ». Ça rigole. Et là, je suis vachement content pour lui. Chez Cyrano, il y a une vraie exigence morale, courage, à la fois au sens de cœur, au sens de bravoure. J'errais dans un méandre, j'avais trop de parties trop compliquées à prendre, dit-il. J'ai pris le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Mais vous trouvez qu'il n'est pas si bien que ça, Cyrano? Ce qu'il dit, c'est une profession de foi. Après, c'est juste ce qu'il dit. Il a une espèce de philosophie, mais qui l'exclut quand même. Oui, il est à la marge. Voilà, qui l'exclut d'un vivre ensemble, quoi. Voilà. Quelqu'un qui vit sous les toits, sans le sou, qui vit seul, qui a beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis. Voilà. Alors évidemment, on peut après claironner que
on est droit dans ses bottes en gros, mais à quel prix quoi. Dans la magnifique tirade des non-merci, Cyrano explique à son ami Lebret qu'il ne sera jamais un poète courtisan et qu'il préfère ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Cette pièce, c'est aussi une réflexion sur la liberté, notamment en matière de création. Oui, alors c'est pareil, cette tirade, c'est aussi une profession de foi, c'est un moment de bravoure, etc. Rhétorique assez d'ailleurs. Ouais. Oui, plutôt rhétorique que vraiment sensé. Sincère, peut-être c'est un exercice de style. Oui, encore. parce que quand c'est aussi, par exemple, cette scène-là, il finit quand même par dire à son meilleur ami que lui est un type qui fait des courbettes et des trucs en cul de poule, etc. Il y a toujours besoin de quelqu'un en face qui va martyriser ou battre à l'épée ou dont il va se moquer pour exister. Voilà. Évidemment, tout ça cache un cœur d'or, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on remarque dans la pièce, surtout. Mais les méthodes de Cyrano, parfois, elles sont... Cyrano, c'est un personnage de théâtre tout à la fois très fort et très fragile. Et son entourage est très important. Enfin, nous, d'ailleurs, on a vraiment voulu bosser là-dessus. C'est pour ça qu'on est nombreux, qu'on veut que les seconds rôles existent bien. Parce que je pense qu'avant tout, Cyrano de Bergerac, c'est une pièce sur le théâtre. C'est pas vraiment une pièce sur Cyrano, c'est une pièce sur le théâtre en général. Quoi. Les exigences, les codes, ce qu'il faut inventer. Vous êtes artiste associé à la Comédie de Picardie, vous le disiez, pour 2 saisons, celle-ci, la suivante. Vous décrivez... il nous en remet une petite louche. C'est vrai ? Ah bah voilà une bonne nouvelle. Vous décrivez donc un partenariat motivant et joyeux. Ce sont des bonnes conditions pour la création ? Non, mais ce n'est pas des bonnes conditions. C'est dans le contexte actuel, la culture en danger, comme on dit, mais il n'y a pas que la culture. Je pense que l'associatif en général morfle là. Pouvoir être ici, disposer du lieu jour et nuit, avec à peu près au moins 5 ou 6 techniciens par jour, parfaitement à disposition, pendant un mois, être coproduit à plus de 80 000 € sur un spectacle, c'est des conditions qui n'existent pas ailleurs qu'ici en Picardie, il faut être clair. Et on peut souligner que Nicolas Auvray, le directeur de la Comédie de Picardie, joue dans cette pièce. Oui, il joue Montfleury. Et ça, c'est aussi un gage de confiance et d'engagement très clair. Et surtout un gage d'humour, parce que c'est un rôle qui se fait martyriser. Bien sûr. Mais je trouve que Nicolas, là-dessus, parce que non seulement il est très bien, mais en plus, il a vraiment compris qui on était, ce qu'on voulait faire ici. Et lui, je crois qu'en retour, il est très content de voir son lieu ouvert jour et nuit. Et oui, c'est formidable. Ils devraient tous être comme lui. Tout simplement. Le message est passé. Vous disiez récemment à des scolaires que pour être metteur en scène, il fallait savoir faire une distribution et un planning. Bon, c'est un raccourci amusant. Mais quelle définition vous pourriez donner de votre métier qui véhicule plein d'idées reçues ? Franchement, vraiment ça, je crois. C'est ça ? Non, mais... Enfin, comment dire moi, disons que j'ai toujours 3 jours d'avance. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'avec Benoît, qui est le co-directeur de la compagnie avec moi et qui fait la lumière et la régie générale, Benoît André. On essaye toujours d'avoir 3-4 jours d'avance. Mais c'est tout. Franchement, c'est tout. Après, les comédiens, là-dessus, se débrouillent en quelque sorte. Moi, je peux intervenir pour leur dire plutôt comme ça, ou plutôt comme un peu chef d'orchestre. C'est chef de chantier, même. Il y a un truc. On a des départements. Il y a un département costume, scéno. On a une administratrice aussi, parce qu'il y a de la paperasse dans tout ça. Bien sûr. Et en fait, on bosse assez collectivement. Et en gros, moi, j'ai le dernier mot, quoi. On va dire ça comme ça, mais on échange beaucoup. Et pour moi, l'acteur est aussi son propre metteur en scène. Voilà, j'aime pas enfermer les acteurs dans des esthétiques ou dans trop de contraintes. Et donc après, il suffit effectivement de faire juste une bonne distribution et un planning. Franchement. Très bien. Et vous êtes comédien également, qu'est-ce que ça représente? Mais moi, je suis que comédien à la base. Moi, ça a commencé tôt d'ailleurs. Ouais. À l'école. Non, mais moi, je crois que j'aime bien avoir des équipes à diriger, en quelque sorte. Voilà. Et ça m'épanouit. C'est aussi des amis, c'est aussi des gens avec qui on se connaît depuis longtemps, on commence à avoir un parcours commun, un parcours de compagnie qui commence à avoir du sens.
On commence à trouver une certaine identité artistique. Moi, je pense qu'on ne peut pas sortir l'affectif de ce métier, de toute façon. Ah bah non, a priori, voilà. Il ne faut pas. C'est pas l'usine et on a la chance, justement. Il faut respecter ça. Justement, pour finir, une phrase d'Edmond Rostand, soyez vous-même des petits Cyrano, ayez du panache, ayez de l'âme. C'est ce que vous voulez faire avec votre compagnie et transmettre aux spectateurs, avoir de l'âme comme ça? Moi, je me méfie toujours des déclarations d'auteur. Je me méfie toujours quand il faut rebondir sur une citation, par exemple. C'est pas simple, hein. Non, je pense en fait il faut juste... nous, on essaye d'être honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Ouais. Voilà, surtout. C'est-à-dire qu'on essaye d'être sincère. On sait qu'on joue devant des gens qui payent, qui sont en droit d'attendre au moins le sens du texte et qu'on ne dénature pas au moins ça. Bien sûr. Après, la vision qu'on en a, les gens aiment ou n'aiment pas, je crois qu'ils aiment bien. Mais voilà, nous on fait ce mix-là entre nous, on discute beaucoup. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Quand il y a quelque chose qui va, on le fait. La vie d'une compagnie qui reste locale peut être aussi un plaisir, peut être aussi un plaisir festive. Communicatif. On peut jouer aussi devant du velours rouge. Il n'y a pas de raison, parce qu'on est de la région, d'avoir absolument besoin de se former ou d'entendre les conseils de ce qui vient de Paris ou d'ailleurs. Quand on bosse en s'amusant et qu'on se respecte, on fait des jolies choses. C'est tout. Bon, bah, longue route à la Compagnie du Berger, longue et belle route. Cyrano de Bergerac, c'est jusqu'au 19 mai inclus. Oui, date supplémentaire. Picardie, date supplémentaire, bah, c'est que le succès est là. C'est que la pièce attire encore le public. Absolument. Et ça, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Olivier Mélor. Je vous propose à présent un gros plan sur le plus petit bouquiniste de Picardie. Book in the Machine se trouve rue Saint-Leu à Amiens. Embarquement immédiat. Si vous aimez les livres qui ont déjà vécu, fiction, philosophie, art ou sciences et techniques notamment, vous aimerez Book in the Machine, librairie aléatoire de la rue Saint-Leu, que nous décrit son créateur. Une bouquinerie, je pense, c'est plus approprié qu'une librairie d'occasion. Ça traduit l'aspect poussiéreux du lieu qui est là. Micro-bouquinerie, peut-être, parce qu'il se trouve effectivement qu'elle est toute petite. Et puis je pourrais rajouter de 30 mètres cubes, histoire de dire que ça se passe aussi en hauteur. Voilà, 3 mètres sur 3 sur 3, en gros. On a une vision peut-être intellectuelle de la bouquinerie d'occasion. Et je crois qu'en fait, elle est valide qu'à moitié, cette approche. Au final, c'est aussi un métier qui est très manuel. Par-delà le régal des lettres, bah, c'est le contact, oui, charnel avec le papier. Voilà, le contact chaud comme ça, de la cellulose sur l'épiderme. Et puis effectivement, lorsqu'un livre est un petit peu esquinté, lorsqu'il est écorné, lorsqu'il y a un accroc à la coiffe, eh ben, on le répare, on en prend soin. Et parfois, je suis très heureux de trouver un petit Philippe Cadic qui était épuisé en poche. Voilà, les Milton Lemke de Cadic ou les manuscrits de recettes de grand-mère, par exemple. Ça, c'est toujours un petit régal. Ouais, et puis, effectivement, il y a les reprints de la Révolution surréaliste. Voilà, en bas d'une vieille pile de France Loisirs. Voilà, on fait de belles trouvailles. Je suis collagiste aussi, on pourrait dire. Voilà, on retrouve souvent dans les livres des vieilles cartes postales, de vieilles correspondances épistolaires, des fragments du monde anonyme, dispersés comme ça, qu'on pensait perdus à jamais. Puis j'aime bien les récupérer, les mettre en lumière, les coller sur de vieilles planches de bois. Book in the Machine est certes un commerce, mais c'est avant tout pour les clients comme pour le bouquiniste, une affaire de passion et de curiosité. Je suis très axé roman, notamment de langue anglaise, contemporain, fin XXe siècle. Voilà, parce que je trouve qu'on dit parfois tout autant, sinon plus, dans un roman que dans un traité de philosophie. Je trouve qu'un bon roman voilà, en révèle beaucoup sur son positionnement intime à l'existence.
J'ai fait mes études à Toulouse de littérature, je les ai finalisées à Paris. Puis ce qui m'amène ici, c'est l'attrait physique, je pense, de l'objet livre. Donc après, où est-ce que cet attrait trouve son origine? C'est sans doute un petit peu difficile à localiser dans mon histoire personnelle, mais ça doit être, comme c'est souvent sans doute le cas, ça se positionne dans la maison de famille. Voilà, donc des piles et des piles de bouquins, parce que la mère était lectrice, et puis on tire au hasard de l'une des piles un titre qui nous parle, qui nous fait voyager, qui nous ouvre à des univers, et puis ça vient de là, et puis on commence à courir les brocantes, les marchés aux puces, les vides-greniers, à faire acquisition de livres à l'unité, en petits lots, et puis en lots plus importants, et puis à se rendre compte qu'en triant dans le carton qu'on a racheté aux bouquinistes qui voulaient déstocker, eh ben, il y a des choses qui ne nous intéressent pas forcément, qu'on a déjà, qu'on peut revendre pour financer la lecture. Et donc c'est ça, je pense, ça m'intéressait de pouvoir lire gratos. Pour financer les lectures d'Hervé Gézéquel et surtout faire vous-même de bonnes affaires, rendez-vous vite dans sa boutique et sur le marché aux livres anciens d'Amiens, où il aime prendre l'air, chaque premier samedi du mois. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la Comédie de Picardie pour son accueil. Dans le prochain Délivrez-nous, il sera question de festival avec les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui auront lieu les 4 et 5 juin, un week-end à ne pas manquer, et un reportage exceptionnel sur le marché de la poésie qui a lieu à Paris du 27 au 30 mai. La poésie de Picardie sera représentée là-bas. Si vous ne pouvez pas y aller, ce sera à découvrir sur TV Amiens. Toutes les infos sont sur le blog de l'émission, délivrez-nous.tv. À très bientôt.